cornes des vaches, dans la vache, elles jouent un rôle dans le métabolisme digestif. Dès le début, la corne de vache joue un rôle particulier. Elle n'est pas là pour faire joli ou pour permettre à la vache de se défendre. C'est comme une antenne, c'est important. Ah, pas du tout, pas du tout. Jamais une antenne, jamais. Il faut qu'ils traduisent ce que je dis et pas ce qu'ils pensent, parce qu'ils racontent des âneries. Apparemment, je ferais mieux de me taire, ça m'éviterait de dire des conneries. Les animaux, c'est des êtres sensibles. Ils ont tout un psychisme particulier. Et puis il y a aussi des forces d'organisation, de structuration qui sont là. Et on veut renforcer ces forces-là. C'est une concentration. On veut les concentrer en les plaçant dans la corne, dans le sol d'hiver. Parce que dans le sol d'hiver, là aussi, vivent des forces de vie, des forces de sensibilité, des forces de structuration, les forces du froid de l'hiver. Et du coup, c'est ce qui transforme la bouse fraîche, verte, odorante, en cette substance que vous avez vue, noire, humique, colloïdale. Donc, ici, c'est le stockage. Et c'est la bouse de corne quand elle s'est stabilisée, au bout de quelques semaines, quelques mois, ça dépend. Et donc c'est ça le produit que les agriculteurs et les vignerons utilisent. Vous voyez, c'est complètement transformé. C'est très précieux, vous pouvez sentir, il n'y a plus d'odeur, une petite odeur d'humus. Ça, c'est très précieux parce que ce que j'ai dans les mains, ça suffit pour un hectare. 100 grammes pour un hectare. Seulement ça pour un hectare? Ouais. C'est une impulsion pour l'élaboration d'humus dans les sols, pour la dégradation des matières organiques. Voilà. Et c'est pas seulement la substance qui joue, mais aussi les forces qui sont contenues là-dedans. Alors, ça, on va le mettre dans de l'eau de bonne qualité, et on va le brasser pendant une heure. Oui. Et on utilise Brasser en continu pendant 1 heure. Et pendant 1 heure, exactement. Et après, on va pulvériser. Et on utilise 30-35 litres pour un hectare. C'est aussi précis que ça. Oui, absolument. Toute petite impulsion avec des grands effets. Pour l'instant, nous avons différentes recherches. Nous avons une recherche, là ici, on a placé une seule fois la décoction de prêle dans la période qui précède Pâques, pour une raison de rythme cosmique lunisolaire particulier. Et cette simple passage donne un retard à l'éclosion et une diminution des œufs qui éclosent. Les œufs de mildiou qui sont conservés... Le mildiou, on peut peut-être expliquer rapidement. Donc, mildiou, c'est Pernospora. C'est une maladie cryptogamique de la vigne qui détruit les feuilles et détruit les grappes. Donc ça donne plus de temps aux vignerons. Voilà. Et nous faisons une deuxième chose, nous passons dans les vignes, ou dans le maraîchage, ou dans les céréales, toutes les semaines, différentes préparations. Nous avons 5 modalités, et nous étudions le comportement des légumes, c'est des pommes de terre, des céréales, c'est du blé, et de 2 types de vignes, comment elles vont résister sans cuivre et sans soufre au long de la saison, aux attaques de mildiou et d'oïdium et aussi de botrytis. Alors voilà, Guimau. Marc Guimau, Ok, ouais, chaud. 2012. C'est mon vin de... c'est une carte de visite. Parce que ça a été la première personne à qui j'ai permis de faire de la biodynamie en vigne. Et ce qu'il fait au fil des années a grandi. On n'est plus dans la Bourgogne du Sud. On est remonté très très haut dans la qualité. Et quand je voyage à l'étranger, j'aime bien emmener Quelques bouteilles de Guimau. La nature, elle est vieillie. Et aujourd'hui, nous, on a la responsabilité de l'accompagner, l'aider. Ça, c'est de nouveaux concepts.
Bonjour. 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 Bonjour, Bonjour. bienvenue, bienvenue au Défense. Merci beaucoup. Emmanuel, D'abord fils. Suzelle. Bonjour Suzelle. Joachim. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Bonjour Joachim. Tu m'as déjà montré quelques belles maisons depuis le début de notre voyage. Mais alors celle-là est vraiment superbe. Incroyable. Ils ont tout fait eux-mêmes. C'est un vignoble fait maison, pour ainsi dire. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée et l'audace de faire cela, à vous et votre mari? Alors, mon mari était professeur de droit, il était universitaire. Donc, ce qu'il voulait, c'était avoir un bel endroit pour habiter. Et il y avait des champs qui étaient abandonnés avec beaucoup de pierres. Donc, nous avons décidé de planter de la vigne. Mon mari était un peu comme les moines autrefois. Il aimait beaucoup avoir un travail physique et un travail intellectuel. Donc il aimait bien avoir les deux activités. Ici, il y a un microclimat qui est extraordinaire, mais nous n'avons pas d'eau. Nous avons commencé à planter les vignes en 67 et nous avons construit la cave en 81. Qu'ont dit les voisins? Ils vous ont pris pour des illuminés qui se lançaient dans le vin sans rien y connaître. C'est le fada de la colline qui plante des vignes. On est à quelle phase là quand les jus arrivent ici? C'est la fermentation malolactique. Malolactique. Malo, Lactique. Acide malique et acide lactique. ok. Es ist das gleiche Verfahren wie C'est bei comme un den ours Bären. qui hiberne. Im Winter geht er L'hiver, in seine il entre dans sa tanière et s'endort. Höhle. und schläft ein. Les levures font la même chose. Hefe genauso. Quand la température baisse au début de l'hiver, elles se blottissent sous la couette et ronflent. Quand la température remonte, elles se réveillent et ont faim. Alors elles se remettent à manger du sucre et à travailler. La fermentation malolactique est une fermentation qui a besoin de chaleur. Donc le revêtement en béton conserve la chaleur parce que ça se passe pendant l'hiver. Quand il fait froid, c'est en novembre. Et c'est pour ça qu'on utilise le béton. Alors que cette fermentation-là est exothermique, c'est endothermique, exothermique, et donc la paroi est fine pour sortir la chaleur. Ils ne savent jamais à l'avance combien de temps va durer la deuxième fermentation. Parfois ça va très vite, en 2 ou 3 semaines c'est fini. Mais d'autres fois ça commence l'hiver et ça se termine en mai. Tout dépend de l'humeur des levures. Est-ce que le comportement des consommateurs a évolué? Sont-ils prêts à payer un peu plus cher pour avoir la qualité que vous proposez? Les gens consomment des vins de meilleure qualité et ils en consomment moins. Ils vont rechercher un vin qui leur plaise et qui soit fait de la façon la plus naturelle possible, mais ils vont moins en boire. Et quand ils viennent ici, ils viennent par le bouche à oreille. On est perdu ici, on ne voit pas les vignes de l'extérieur. Donc les gens ne nous connaissent que parce que quelqu'un leur a parlé du domaine du Défense. Il y a énormément d'émotions contenues dans le vin. Tu en prendras d'autant mieux conscience que tu te seras préalablement intéressé au sujet, en lisant des revues spécialisées, en discutant avec ton caviste ou avec un maître de chai, par exemple. Tu prends rendez-vous, tu passes une demi-heure avec Suzelle, il y a pire. Tu fais une dégustation avec elle, c'est super.
Là, on a vu l'émotion. Joachim, tu sais à quel moment on récolte les olives? Aucune idée. Mais tu consommes de l'huile d'olive. Je sais ouvrir la bouteille. On les récolte en décembre. En décembre? Ils ont 400 oliviers. Au début, mon père voulait mélanger du Cabernet Sauvignon et de la Syrah. Parce que le Cabernet a beaucoup de structure et la Syrah beaucoup de fruits. On s'est dit que c'était une bonne idée de les associer. C'est les sangliers. Ça alors. Ils se sont grattés là. Ils se sont frottés aux vignes pour se gratter. C'est un gros problème. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Ils mangent le raisin quand il est mûr. Il y a des chasseurs, mais la chasse n'ouvre pas avant début août. L'année dernière, entre août et février, on a tué plus de 30 000 sangliers dans le département du Var. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi il n'y a pas de végétation entre les pieds de vigne? On dirait que ça a été nettoyé récemment. Quand il y a trop de végétation, les herbes sont en concurrence avec la vigne. Comme disait Suzel tout à l'heure, ils ont un gros problème d'eau. J'imagine que si les herbes sont trop nombreuses, elles prennent l'eau de surface dont la vigne a besoin. Notre vin était bon, mais on a voulu le rendre encore meilleur. Et on est passé en bio en 2000. Aujourd'hui, on n'utilise plus aucun produit chimique. C'est la seule voie possible pour nous. Ces 27 ou 30 additifs autorisés en bio, tu en penses quoi? Tu en utilises ou ça ne t'intéresse pas? On n'en utilise presque pas. On n'ajoute quasiment rien. Mais sur notre site internet, on va publier la liste des ingrédients des produits qu'on met sur nos vignes. Ça, c'est super. Ça s'appelle les intrants. C'est très important, la transparence pour nous. On ne cache rien. Vous indiquez ce qu'il y a dedans, pas ce qu'il n'y a pas. On ne met presque rien. Un peu de soufre et quoi d'autre? Ici, vous êtes en Provence, on a un climat qui est quand même assez favorable à cette culture biologique. Mais dans d'autres régions, c'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire des règles qui s'appliquent partout? Ça a été très difficile, hein? Oui. Très, très difficile, parce que ça fait longtemps que l'agriculture biologique, mais le vin bio, ne date que de 2012. Donc, c'est vraiment... Suzel est beaucoup moins péremptoire que moi, beaucoup plus nuancée. On dirait un décor de théâtre. Un jour, mon fils, tout ceci t'appartiendra. Il faut payer d'abord. Hein. Vous avez quelle surface en tout? 14 hectares. Pour un profane comme moi, il vaut mieux convertir ça dans une unité familière. Ça fait combien de bouteilles? Environ 60 000 par an. Notre consommation annuelle, quoi. Mais non. Pour ton information, dans cette région, on produit surtout du rosé plus que partout ailleurs en France. C'est un peu le berceau du vin rosé. J'ai entendu dire que votre vin serait un peu le Pétrus de la région. C'est vrai? Non, c'est un jeune vigneron de Saint-Maximin qui dit qu'ici, on fait le Pétrus, disons, de la Provence verte. Voilà. C'est un super compliment, ça. C'est formidable. C'est formidable. Jusqu'à il y a peu, je croyais, comme beaucoup d'Allemands, que le rosé était un mélange de vin rouge et de vin blanc, comme les Espagnols en font. Mais c'est faux. Complètement faux. Comment fait-on du rosé? On utilise du raisin noir qu'on laisse macérer dans la cuve pendant 3 ou 4 heures.
Au moment du pressurage? Non, avant. Il n'est pas encore pressé. Le jus prend un peu la couleur de la peau. Le jus, c'est de l'eau et du sucre. Ensuite, on retire le jus de la cuve et il fermente pendant 1 semaine et se transforme en rosé. La couleur du rosé vient de ces quelques heures où le jus est resté en contact avec la peau. C'est pour ça qu'on a appelé notre rosé le rosé d'une nuit. Vu la qualité du rosé, la demande doit être forte. Pourquoi faites-vous aussi du rouge? Parce que nous avons un très beau terroir, donc ce serait dommage de ne pas faire de rouge quand même. C'est pas si qualitatif pour vous, un rosé? C'est plus technique. D'accord. Le rosé, c'est quand même un vin très technique. Est-ce que ça peut avoir aussi avec votre façon de penser sur la biologie, de dire on ne peut pas être bio et puis on va se ramener du froid de tous les côtés? Oui, mais bon, c'est vrai que dans cette région, ne pas faire de rosé, c'est quand même très compliqué. On nous en voudrait, je pense, de ne pas faire de rosé. Surtout qu'il est tellement bon. C'est exact. Et qu'est-ce qui vous a décidé à passer en bio en 2000? Oh, c'est une évolution normale, parce que de toute façon, rien n'est inscrit dans le marbre. Donc on évolue en fonction de ce qu'on découvre, de ce qu'on sait, de ce qu'on voit. Et c'est normal, en voyant les papillons et tous les insectes, et on sait qu'on est dans le bon chemin quand même. Les maisons avec 3 cyprès à l'entrée, ça veut dire que dans cette maison, on trouve le boire, le manger et le dormir. C'est-à-dire qu'on peut rester dans cette maison, on sera accueillis. De nos jours, on met plutôt un panneau chambre d'hôte. Mais on ne paye pas. Faites le tour d'un plateau de cinéma. Le tour complet, à 360 degrés. Soyez présents partout grâce à un dispositif visuel et sonore spécial et inédit. Immergez-vous dans l'atmosphère de Maloute, le nouveau film de Bruno Dumont. Jour de tournage, à partir du 10 mai, sur cinéma.arte.tv. Ce soir, 3 enquêtes dans Théma. Comment lutter contre la radicalisation islamiste chez les jeunes? Comment vivre après le départ d'un enfant pour le djihad? Comment est vécu l'état d'urgence en France depuis le 13 novembre? Vivre avec la terreur, Théma, ce soir à 20h55 sur Arte. Allô? Quand? Et si le cadavre d'un marchand de tapis persans devenait un enjeu international? Vous habitez en France? Non, en Iran. Et l'autorisation pour rapatrier le corps de mon époux? Entre Brive-la-Gaillarde et Téhéran, quiproquo et secret de famille. Dans le cas d'un corps, y a-t-il embargo ou pas? C'est quoi cette histoire d'embargo de cadavre? Un savoureux méli-mélo franco-iranien. Les pieds dans le tapis, vendredi à 20h55 sur Arte.